Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous du jeudi. Notre moment privilégié d'échange et de réflexion au sein de notre département d'ingénierie de développement rural. Merci à chacune et à chacun d'être là, avec curiosité et engagement. Et merci à M. Larbi Aziz, notre coordonnateur, pour son professionnalisme, son application précieuse dans la préparation de cette conférence. Le thème que nous allons explorer touche au cœur de nos préoccupations sociales. En fait, c'est le dilemme de la responsabilité sociétale des entreprises entre recherche de profit et préoccupations sociales. Dans un monde en constante évolution, où les défis sociaux, environnementaux et éthiques prennent une place de plus en plus centrale, les entreprises sont confrontées à une question très essentielle. Peut-on concilier entre performance économique et impact social positif? Où tracer la ligne entre logique et rentabilité et engagement responsable social et économique? Pour nous aider à mieux comprendre ce sujet, nous avons la chance et l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui notre docteur Kauthar Jmaï. Kauthar Jmaï, une femme qui est engagée, passionnée par l'économie régionale et défenseur convaincu des pratiques durables. C'est une diplômée en 2013 de l'École nationale d'agriculture de Meknès et du département d'ingénierie de développement rural. Elle a débuté sa carrière en tant que consultante en marketing agricole, apportant son expertise à de nombreux projets nationaux et internationaux. Elle a ensuite rejoint le groupe de Tijeri Wafa Bank, où elle a travaillé sur l'évaluation de projets agroalimentaires avant de poursuivre son doctorat à l'Université de Gand en Belgique. Durant son parcours doctoral, elle a contribué à la recherche scientifique à travers des publications dans des revues de référence, tout en encadrant de nombreux étudiants et en s'impliquant activement dans des projets de coopération, notamment autour des produits du territoire. Aujourd'hui, elle est professeure chercheuse à l'École nationale d'agriculture de Meknès, où elle œuvre dans des domaines de la gestion stratégique et de la durabilité des entreprises. Son parcours reflète parfaitement le thème de notre conférence. Sa présentation nous guidera à travers plusieurs points clés. D'abord, l'évolution de la responsabilité sociétale des entreprises dans le temps, puis sa pertinence particulière dans le secteur agricole. Ensuite, les principaux cadres de conformité adoptés par les entreprises, puis les indices de responsabilité, et enfin, les défis actuels ainsi que les pistes de solutions envisageables. Avant de commencer, je donne d'abord la parole à M. Larbi Aziz, notre coordonnateur. Merci. Lauréate du département et en même temps une enseignante du département, parce que d'habitude ce sont des gens extérieurs du département qui interviennent, mais aujourd'hui on a cet immense plaisir effectivement d'accueillir notre collègue Kauthar Jmaï. Et puis la deuxième des choses, c'est qu'il est la deuxième dame, parce que depuis les 6 années, donc les 5 dernières années, donc il n'y avait qu'une seule dame qui est passée par ce site, c'était Madame Hakima Bhri. Et donc vous êtes la deuxième dame, donc ça veut dire qu'on va aller aussi par l'approche genre aussi, donc pour diversifier. Et le plus important, c'est que dorénavant, la nouveauté pour cette promotion, c'est que nos différentes conférences seront filmées et seront postées au niveau de la chaîne YouTube de l'ENA. Et donc ça veut dire que toujours le département il est pionnier au niveau de l'ENA, il est toujours innovateur. Et donc ça sera nos conférences, et cette conférence sera la première, donc qui sera postée au niveau de la chaîne YouTube de l'ENA que l'ENA vient de créer et qui va s'installer pour donner le rayonnement qu'il faut à l'ENA et à toutes ses activités. Donc, pour ne pas trop tarder, je laisse la parole à Aya pour continuer. Je vous souhaite plein compréhension, plein débat surtout. Nous attendons le débat. Il ne s'agit pas
une séance de cours, mais plutôt de débat. Posez toutes vos questions, nous sommes tous dans la même famille, donc posez toutes les questions qui vous viennent à la tête. Et la preuve de la pertinence de la question, c'est que ça vient. Chaque question qui vous arrive à la tête, posez-la, n'hésitez pas, et c'est comme ça qu'on va débattre, Inch'Allah. Bonne continuation, un peu plus. Merci tout d'abord, mademoiselle Kautar Jmaï, d'avoir accepté notre invitation. Merci de lui faire un accueil chaleureux. Nous sommes impationnés de vous écouter. La parole est à vous. C'est gentil. Merci à vous, merci pour cette présentation. J'ai rien à nous à ma place, en quelque sorte. Ma présentation d'aujourd'hui, elle va porter sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, comme vous savez, entre le dilemme du profit, mais aussi les préoccupations sociales, afin de comprendre si les entreprises elles arrivent à concilier ces deux parties. Comment on va faire cela? C'est par le biais de notre sommaire. Donc, on va essayer d'aller sur une petite introduction afin de comprendre pourquoi on parle RSE, pourquoi maintenant, quel intérêt à donner à cette responsabilité. Puis, on va voir l'évolution et le développement de la RSE au fil de temps pour qu'on puisse passer aussi à la partie en relation avec la pertinence liée à l'utilisation ou à l'application de la RSE avec un petit zooming sur son impact sur le secteur agricole. Puis, ensuite, on va dire, ça sera aussi l'occasion de voir le cadre de conformité en relation avec la responsabilité sociétale, ainsi les indices de responsabilité et de durabilité qui sont utilisés pour évaluer les entreprises, pour qu'on puisse terminer avec les différents challenges et solutions proposées pour pallier aux problèmes en relation avec la responsabilité sociétale. Mais avant de commencer, il faut savoir que au fil du temps et surtout au cours de la dernière décennie, il y a eu énormément de scandales d'ordre environnemental et sociétal qui ont éclaté, on va dire. Ça a commencé avec le Rana Plaza. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette situation ou ce scandale. Le Rana Plaza, c'est un immeuble situé au Bangladesh de 8 étages qui abritait, on va dire, des banques, des boutiques, mais au 8e étage, il y avait des ateliers de confection de vêtements, bien sûr, du secteur de textile. Et les employés, il y avait des milliers d'employés qui travaillaient dans des conditions effroyables à l'intérieur, en absence de toute norme de sécurité. Et donc, un jour, il y avait vraiment l'alarme, un signal d'alarme en relation avec les conditions de sécurité de cet immeuble. Il y avait des fissures quand même alarmantes et donc l'ensemble des entreprises ont quitté l'immeuble à l'exception des employés de textile ou ces ateliers qui fonctionnent d'une manière illégale qui étaient obligés, qui étaient, on va dire, contraints et menacés de reprendre l'activité. Et donc, en 2013, un jour, à 8 heures, 1100 employés ont péri dans l'effondrement de cet immeuble. Le deuxième cas, c'est une entreprise que vous connaissez tous. C'est le constructeur automobile Volkswagen, donc, qui a eu un scandale au cours de l'année 2015. Donc, il a été condamné par rapport à l'utilisation d'outils informatiques sophistiqués qui sont installés. Donc, c'est un logiciel qui est installé au niveau des moteurs de voitures afin de falsifier les résultats en relation avec les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'était vraiment sur une durée, on va dire, de 10 ans de circulation ou de commercialisation des voitures. Et une fois qu'on a eu ce scandale, on va dire le lendemain du scandale, il y avait une chute d'action de Volkswagen de 20% au niveau des bourses. Et aussi, il y avait déjà la démission du directeur général, la suspension des différents responsables des filiales, que ce soit Porsche, Audi et autres, et des pénalités sur le sol américain, mais aussi sur le sol européen, là où il y avait la circulation et la commercialisation de la majorité des voitures. Arrivons à un cas que vous connaissez tous et qu'on a vécu en quelque sorte en 2021, c'est par rapport au décès de 28 ouvrières au niveau d'une cave de villa à Tanger. C'est des travailleurs au niveau du secteur textile, des travailleurs qui
qui travaillaient au niveau de ces unités d'une manière illégale dans le secteur du textile. Et ça, c'est une liaison directe avec le premier cas, parce qu'au niveau des deux cas, on est sur un travail illégal, on est sur des conditions de travail en absence de sécurité, et on est aussi dans le cas de la sous-traitance avec des entreprises qui commercialisent le textile en général et bien sûr les vêtements, donc des marques qu'on consomme tous actuellement. Maintenant, avec ces cas, on peut dire qu'on a pu voir des atteintes à l'environnement et des atteintes aussi d'ordre social social et sociétal en quelque sorte. Donc ça nécessite ou ça illustre déjà la nécessité de trouver comment l'entreprise elle peut allier son développement économique et son développement durable. Et lorsqu'on parle généralement du développement durable, donc c'est le développement qui va répondre à nos besoins actuels, nos besoins du moment, sans compromettre la possibilité des générations futures à répondre leurs. Ça veut dire, ce n'est pas une situation où on va renoncer à nos besoins, où on va renoncer à l'évolution et au développement, mais en quelque sorte, il faut penser à d'autres manières de le faire. Donc c'est par le biais de l'optimisation des ressources et pourquoi pas la recherche de d'autres initiatives à mettre en place afin de pallier à ces problèmes. Et donc, lorsqu'on parle du développement durable, on parle des objectifs de développement durable. C'est les objectifs qui ont été mis par les Nations Unies, on va dire, en 2015, afin de faciliter l'application des différentes normes. C'est des objectifs qui sont en relation avec la pauvreté, la famine, la santé, l'éducation, la consommation de l'eau, la responsabilité des consommateurs aussi au niveau de la production. Ça peut être le partenariat, un impact direct sur le changement climatique, la consommation et l'utilisation des énergies renouvelables, et j'en passe. Donc on est sur plusieurs secteurs. Pourquoi on a fait ça ? C'est tout simplement pour faciliter le choix et la sélection des stratégies pour qu'on puisse avoir une structure lors de la mise en place des stratégies. Et lorsqu'on parle du développement durable et son application au niveau de l'entreprise, c'est là où on aborde les pratiques de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc c'est quoi vraiment cette responsabilité sociétale ? C'est en fait l'application ou l'intégration des préoccupations sociales, éthiques et environnementales au niveau des actions et décisions prises par l'entreprise, que ce soit pour ses opérations commerciales, mais aussi pour ses interactions avec les différentes parties prenantes. Et qui dit partie prenante, donc c'est déjà les employés de l'entreprise, c'est la communauté là où l'entreprise opère, c'est nous, les clients, c'est les parties prenantes comme les investisseurs et d'autres, et la communauté, la société en général. Donc le rôle de cette responsabilité sociétale, c'est bien évidemment de répondre à un engagement éthique. Et par la réponse à cet engagement, on contribue au bien-être de la société, mais aussi le bien-être environnemental. Et là, on va mettre en place une stratégie qui va au-delà du profit, bien que c'est la raison principale de la création d'entreprises. Donc, des cas d'intégration, pour résumer, pour la RSE, vraiment, les éléments clés, c'est le comportement éthique. C'est comment les entreprises vont mettre en place des actions on va dire qu'elle va agir d'une manière juste, qu'elle va agir d'une manière équitable au niveau de ses opérations commerciales. Il y a aussi la responsabilité sociale. Lorsqu'on dit responsabilité sociale, c'est l'engagement de l'entreprise ou c'est le fait d'assumer que l'ensemble ou d'assumer les impacts sociaux en relation avec les actions et décisions mises par l'entreprise. Et finalement, on a la responsabilité ou la gestion environnementale. Et ici, on parle de l'ensemble des stratégies et des projets qui vont être mis en place par l'entreprise afin de réduire l'empreinte carbone, ou on parle tout court de le gaz à effet de serre. Et c'est pourquoi on parle d'une interdépendance en fait entre la durabilité ou le développement durable, l'éthique et la responsabilité, et qui intègre en quelque sorte l'orientation ou la préoccupation économique qui est déjà l'élément principal pour une entreprise, dans lequel une entreprise ne va pas être créée.
Puis la partie planète qui représente l'environnement, donc l'impact des opérations, on va dire, et des actions de l'entreprise sur son environnement, pas uniquement son environnement interne, mais aussi l'environnement externe dans sa globalité. Et vers la fin, la population. Donc à ce niveau-là, c'est les parties prenantes, c'est comme j'ai dit, les employés, la communauté, c'est les clients, et j'en passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par le passé, l'entreprise se focalisait bien sûr sur son orientation économique, sur le profit, sur son cash flow. Il ne considérait pas, il était même rejeté, hein, l'idée de penser à cette responsabilité sociale ou environnementale. Mais, on va dire, avec le temps, avec l'évolution, on a commencé à intégrer plusieurs types de responsabilités. On a commencé déjà avec la responsabilité légale, donc obéir à la loi, à ses régulations et normes. On est passé à la responsabilité éthique et puis à une responsabilité philanthropique, qui veut dire on va au-delà de l'impact des actions de l'entreprise sur elle-même, mais cette fois-ci, on va mesurer son impact sur son environnement, sur la communauté autour, et même des fois sur le pays, et donc sur les stratégies et sur les problématiques qu'on vit d'une manière globale. Et qu'est-ce qui a poussé cette évolution? Donc les facteurs clés derrière cette évolution et changement d'aspect de responsabilité, c'est en quelque sorte, et pour une première fois, c'est les attentes des consommateurs. C'est les attentes des consommateurs qui ont changé cette vision. Il y a aussi l'impact de la mondialisation. Donc, les entreprises, généralement, ils opèrent dans un cadre ouvert et mondial. Et aussi, on a l'essor de l'investissement socialement responsable. Ça veut dire que les consommateurs, ils cherchent de plus en plus des entreprises qui sont engagées. Et donc, l'entreprise, par rapport à la mondialisation, elle commence à être sensible à ces sujets, à être impactée, et donc elle va vers cette évolution. Mais aussi, elle va être impactée par la décision des investisseurs, parce que les investisseurs, suivant leurs gains économiques et suivant les attentes des consommateurs qui cherchent des entreprises et des produits vers la fin qui sont responsables, ils vont investir dans des entreprises qui sont aussi responsables socialement et environnementalement. Et donc, on est à l'intérieur, en fait, d'un cercle entre consommateurs, mondialisation et le rôle joué par les investisseurs dans tout cela. Bien sûr, on peut souligner le fait que peut-être l'entreprise n'a pas été convaincue, peut-être elle a mené l'ensemble de ses activités juste pour plaire le consommateur ou bien les investisseurs, mais l'essentiel, c'est l'application de ces normes. Maintenant, si on porte un regard de près sur la pertinence de la RSE au niveau du secteur agricole. Bien sûr, c'est un secteur crucial qui est très impacté par les problèmes en relation avec la non-application de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et on peut commencer par la sécurité alimentaire. Donc, qui dit agriculture, c'est principalement la sécurité alimentaire. Donc, au niveau de cette sécurité, ça veut dire une disponibilité de produits, ça veut dire aussi une disponibilité d'un produit à un prix abordable. Et donc, il faut assurer, si on veut atteindre une sécurité alimentaire au long terme, une certaine responsabilité en termes de pratique, que ce soit en amont ou en aval. Après, il y a l'impact environnemental. C'est bien qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on est en état de transition, on commence à peine, mais on a une dominance de l'agriculture conventionnelle intensive. C'est une agriculture qui permet en quelque sorte de répondre à ce problème de sécurité alimentaire, sauf que cette réponse est à court terme. Si on veut viser le long terme, sachant que déjà cette culture ou cette agriculture intensive, elle pousse la dégradation des sols, une consommation excessive des ressources et principalement de l'eau, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre qui sont très importantes. Donc il faut penser à un changement, à des initiatives qui sont beaucoup plus durables. On est aussi sur la responsabilité sociale parce que qui dit l'agriculture dit l'emploi, dit les employés à l'intérieur d'une exploitation agricole. Et il faut savoir qu'au niveau du secteur agricole, on a un grand problème de responsabilité sociale. Si vous avez fait des stages au niveau des exploitations agricoles marocaines, vous allez constater par vous-même que les travailleurs, et principalement les ouvriers, ne travaillent pas dans l'égalité.
c'est généralement de l'illégalité là où ils travaillent. Et aussi, il n'y a pas de conditions de sécurité, il n'y a pas vraiment une bonne rémunération derrière les activités effectuées, bien qu'il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent être liés au racisme, à la discrimination et aussi à l'harcèlement. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en main afin d'assurer à ces employés. Le minimum, c'est l'avantage social, c'est d'avoir la MO, c'est d'avoir la caisse de retraite. C'est vraiment le basique en termes de la responsabilité sociale pour nos employés. Il y a aussi le point en relation avec le bien-être de la communauté. Lorsqu'il s'agit du secteur agricole, c'est un secteur où on travaille avec les exploitations. Donc les exploitations elles sont implantées dans les communautés rurales. On peut dire que l'un des avantages de ces derniers, c'est déjà de bénéficier de l'offre d'emploi, mais ça reste très limité. L'essentiel, c'est de mettre en place des mécanismes pour améliorer l'infrastructure de ces zones qu'on est en train d'utiliser, d'aider aussi cette population en termes d'éducation, l'amélioration des conditions d'accès à la santé et d'autres. Et un autre élément principal, c'est la compétitivité de marché. Lorsqu'on parle de la compétitivité de marché et lorsqu'on a un consommateur qui est responsable, c'est un consommateur qui va pousser le changement au niveau de la chaîne de valeur. Qui veut dire, ce consommateur, il va pousser la création ou la transition des entreprises vers des pratiques plus responsables. Et par le biais de cette responsabilité d'entreprise, cette dernière aura un avantage concurrentiel sur le marché et les autres, ils vont suivre afin de ne pas perdre leur positionnement sur le marché. Donc vraiment, c'est un gain sur l'ensemble des parties en matière d'évolution du secteur. Bien sûr, pour des cas concrets, on peut parler par exemple de l'adoption du système de commerce équitable. Donc, c'est un système qui s'applique principalement au niveau de l'amont agricole pour assurer l'équitabilité et pour assurer la justesse en termes d'application des normes de travail des différents employés au niveau de la chaîne d'approvisionnement du produit avant d'arriver vers la fin de la chaîne. Aussi, il y a l'assurance d'un bon traitement. On ne va pas aller vers un traitement humain des animaux, mais au moins un traitement correct des animaux. Vous savez très bien que ces derniers temps, on a pu voir énormément de critiques et aussi de débats par rapport aux conditions d'élevage, conditions d'engraissement des animaux au niveau des fermes. Et donc, c'est un point alarmant lorsqu'il s'agit de conditions de vie et de traitement de ces derniers qu'il faut adopter. Il y a aussi des éléments qui peuvent être en relation avec l'environnement. Et là, on peut parler de la gestion des ressources. On ne parle pas d'un changement, on va dire, radical, mais déjà commencer par l'optimisation de la ressource existante pour ne pas la gaspiller avant d'aller vers la mise en place de d'autres initiatives qui peuvent changer la donne. Aussi, l'intervention ou tout ce qui est engagement envers la communauté concernée, là où l'entreprise ou l'exploitation est le père. On parle de plusieurs projets, comme j'ai souligné tout à l'heure, qui vont être en relation avec l'encouragement vers l'éducation, vers les soins de santé et d'autres. Et donc, pour ce cas-là, j'ai choisi un exemple que vous connaissez tous. Je pense que vous tous connaissez l'entreprise Starbucks. C'est une entreprise qui fait la production, qui fait la commercialisation, avant de faire la production, la commercialisation de la boisson. Par contre, cette dernière a été critiquée énormément par rapport à son engagement social et responsable dû à son expansion. Donc, les parties prenantes avaient peur par rapport à cette expansion importante qu'elle a connue au cours de ces dernières années et ils pensaient que ça va compromettre en quelque sorte son engagement envers ses responsabilités sociales et environnementales. Et donc, pour pallier à ce problème, Starbucks a mis en place plusieurs programmes. Parmi, on trouve The Coffee and Farmer Equity. Donc, c'est quoi l'idée par rapport à ce programme? C'est le fait d'intégrer le principe de commerce équitable au niveau de la chaîne d'approvisionnement de café du moment que c'est le produit, c'est la matière première principale pour l'ensemble de son activité. Et donc, ils ont intégré les différentes pratiques en relation avec le commerce équitable. Et maintenant, la majorité des magasins ont des cafés qui sont
qui ont déjà le label du commerce équitable, que ce soit pour les boissons consommées ou même pour le café grain que vous pouvez acheter sur place. Aussi, ils ont mis en place plusieurs stratégies en relation avec le traitement des employés, parce qu'il y avait aussi des critiques par rapport à la charge de travail des employés au niveau des shops de vente, leur polyvalence, etc. Et donc, ils ont mis en place plusieurs stratégies pour qu'ils puissent diminuer l'impact sur les employés et réduire cette charge colossale. Et on peut dire que ce n'était pas uniquement pour ça, c'est une manière aussi pour améliorer l'image de l'entreprise face à ses consommateurs, parce qu'elle va être impactée par l'ensemble de critiques reçues. Mais maintenant, la question qui se pose, on peut mettre en place, on peut connaître déjà la responsabilité sociétale des entreprises, on va voir qu'il y a énormément de stratégies, de politiques, d'astuces et des initiatives à mettre en place, que ce soit sur le plan social et environnemental. Mais comment on peut le faire? C'est ça la question qui se pose. Maintenant, on a plusieurs cadres de conformité qui sont connus, mais les plus importants, c'est déjà le Global Reporting Initiative. C'est quoi? C'est vraiment un organisme international indépendant de normalisation qui a mis en place des normes en relation avec la responsabilité sociétale de l'entreprise, afin que cette dernière, ce n'est pas uniquement lié à l'entreprise, mais aussi au gouvernement, ils peuvent être utilisés aussi par les gouvernements, pour qu'ils puissent déjà comprendre la responsabilité sociétale et communiquer par rapport aux différentes actions mises en place. Il y a aussi le deuxième système qui est International Organization for Standardization, c'est ce qu'on connaît par le biais de l'ISO, et principalement l'ISO 26000 qui est concentré sur la responsabilité sociale. Donc cet ISO 26000, c'est aussi la même chose que le Global Reporting Initiative. Il permet de mettre en place les normes et les standards que l'entreprise peut utiliser afin d'organiser et de structurer en quelque sorte ces stratégies en termes de responsabilité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur l'ISO 26000 afin que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et quels sont les mécanismes utilisés dans ce sens. Donc si vous remarquez ici, on dit déjà que c'est un guide. Donc c'est un guide de responsabilité sociale, ça veut dire que c'est un acte volontaire de l'entreprise. Ce n'est pas vraiment un engagement, on va dire, obligatoire de l'entreprise de passer par l'ISO ou passer par le GRI. Ça reste des rapports et des guides donnés à l'entreprise pour faciliter la structuration de l'ensemble des politiques qui sont en relation avec la responsabilité sociétale. Et tout dépendra du secteur d'activité aussi de la région où il est implanté. Maintenant, l'âme derrière la création de l'ISO 26000 est autour de 5 principes. Donc pourquoi on a créé l'ISO? C'est pour assurer une responsabilité à l'intérieur des entreprises, c'est pour avoir plus de transparence par rapport aux data, par rapport aux données et informations communiquées par ces dernières, et aussi pour que les entreprises puissent adopter un comportement éthique, que ce soit face aux deux éléments précédents, mais aussi dans sa relation avec les employés, avec les parties prenantes, et aussi par rapport à l'environnement. C'est aussi le respect des intérêts de la partie prenante. Donc, lorsqu'on parle des intérêts de la partie prenante, il ne faut pas se concentrer uniquement sur les investisseurs, mais aussi sur l'intérêt qu'on peut porter à la clientèle, aussi à la communauté, à la société en général. Il y a le respect, on va dire, de la loi, le respect en termes des normes internationales de comportement et le respect des droits humains. Donc, on est sur les principes qui construisent la logique derrière la création de l'ISO 26000. Et ces principes, ils sont traduits en termes de 7 actions. Donc, ces 7 actions, elles portent sur la gouvernance organisationnelle, on a le droit humain, les pratiques de travail, il y a la partie en relation avec l'environnement, il y a aussi les pratiques opérationnelles qui sont équitables, les challenges et les problèmes en relation avec les attentes de consommateurs et aussi l'intégration et l'engagement des communautés. Pourquoi on a mis en place tout ça? C'est tout simplement pour que l'entreprise puisse développer, comme j'ai dit, un cadre logique et structuré de l'ensemble des initiatives qui ont été en relation avec l'ensemble, avec les clauses prédéfinies.
Et comme vous pouvez voir ici, on a plusieurs clauses. La toute première en relation avec la gouvernance, avec le droit humain, aussi avec les pratiques de travail, avec l'environnement et d'autres. On va voir des cas d'exemple pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et comment ces rapports ils sont développés. Déjà, pour le cas des pratiques de travail, on est sur plusieurs enjeux que l'entreprise veut traiter. Donc, c'est des enjeux qui vont être en relation avec l'activité, avec le travail et aussi avec l'emploi et les relations de travail, avec les conditions de travail et la protection sociale mise en place par l'entreprise. Ça peut être aussi en relation avec le dialogue social, avec le développement humain et l'épanouissement professionnel des employés. Et quelles sont les solutions qu'on va mettre en place? Le rapport ou le guide a développé quelques idées que les entreprises peuvent utiliser pour pallier à ces problèmes. On a tout d'abord, et c'est l'un des éléments clés du commerce équitable, c'est l'élimination du travail des enfants, l'élimination du travail forcé et l'élimination de toute forme d'esclavage au niveau de l'activité. Aussi, le fait de suivre et d'appliquer les règles de la loi et la réglementation en vigueur, l'élimination de toute discrimination qui peut avoir lieu lors de recrutement ou même des licenciements des employés, et d'autres éléments aussi en relation avec la sécurité de travail, avec les conditions de travail, avec la rémunération des employés. Et si on regarde de près le cas de l'environnement, on est sur des enjeux qui sont en relation avec la prévention contre la pollution. Il y a aussi l'utilisation des ressources qui sont durables, la mise en place des stratégies d'adaptation et de mitigation contre le changement climatique, la protection de l'environnement, de la biodiversité et de l'habitat en général. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme action? C'est très diversifié et tout dépendra du secteur d'activité de l'entreprise, mais on peut aller par exemple sur un approvisionnement et des pratiques, on va dire, d'approvisionnement qui sont vertes, donc des pratiques qui sont responsables, que ce soit pour les employés ou pour l'impact de ces activités sur l'environnement, aussi à l'utilisation, on va dire, durable des ressources, que ce soit les ressources naturelles comme l'eau ou d'autres ressources comme les énergies. Et d'autres exemples, bien sûr, que l'entreprise ou les gouvernements peuvent utiliser comme sorte d'inspiration. Donc, pourquoi on va mettre en place ce guide? Ce guide, déjà, il permet de mettre en place les directives de la responsabilité sociétale. Donc, on a plus de clarté par rapport à l'engagement de l'entreprise, par rapport aux différentes actions mises en place par cette dernière. Donc, on va le structurer et dans ce sens, ça va nous permettre de contrôler l'évolution de nos initiatives et nos activités. Et bien sûr, l'intérêt, c'est vraiment d'évaluer notre progrès, mais aussi d'améliorer les pratiques qu'on a mises en place par le biais d'adaptation et donc l'amélioration de la faisabilité, mais aussi de la fiabilité de l'information qu'on va partager afin d'atteindre une performance qui va être significative en termes d'engagement éco-responsable. Et pour ce cas-là, j'ai choisi une entreprise, encore une fois, que vous connaissez, mais cette fois-ci par le biais des sous-produits développés. Donc, c'est le cas de l'entreprise Unilever, qui a plusieurs filiales dans le monde et qui est derrière des produits comme Signal, Surf, Sunsilk, Vaseline et bien d'autres, Comfort, Safe, Close-Up, Axe, etc. Donc, c'est une entreprise qui travaille ou qui fait la production des produits en relation avec l'hygiène, avec tout ce qui est, on va dire, cleaning, les détergents qui sont utilisés aussi au niveau des maisons, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une étude afin d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité. Et ils ont trouvé que le secteur en relation avec la production des savons et des gels douche présentait 48% de gaz à effet de serre émis par ces derniers. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ces produits, on a énormément d'ingrédients chimiques. C'est des produits qu'on utilise avec l'eau, donc en quelque sorte, on est sur la dégradation et la pollution de la nappe phréatique et c'est aussi des produits qui vont utiliser à l'époque
qui ont utilisé à cette époque-là des emballages qui ne sont pas recyclables et recyclés. Et c'est pourquoi l'entreprise a travaillé sur ces activités jusqu'au point où il a pu épargner et faire face à plusieurs entreprises au niveau du classement, et il a pu épargner 1 million de tonnes quand même de CO2 suite aux activités qui ont été mises en place. Des activités en fait qui vont être très diversifiées, allant de la protection des forêts à la mise en place des emballages qui sont recyclables, à la décarbonisation, à la réduction de l'inégalité, aussi en termes d'impact sur les communautés. Donc vous pouvez voir que là, on est sur vraiment une diversification des différentes activités mises en place par les entreprises. C'est pourquoi on a besoin d'avoir ce guide pour qu'on puisse structurer l'ensemble des engagements. Maintenant, ici, on va voir quelques exemples. C'est des simples exemples que l'entreprise peut appliquer pour faire face aux enjeux, que ce soit principalement ici d'ordre environnemental, parce qu'on est sur la clause 6.5 en relation avec l'environnement pour l'ISO 26000. Et vous allez voir que ce sont des pratiques que même on peut appliquer chez nous. Ce n'est pas uniquement pour l'entreprise. Donc ces pratiques, ils peuvent aller, par exemple, en termes de réduction d'utilisation ou de consommation de l'eau. Ça peut passer par, maintenant on utilise les toilettes modernes. Les toilettes modernes fonctionnent avec des chasses. Les chasses, ils consomment 10 litres par utilisation. Donc vous pouvez imaginer le nombre de litres qu'on gaspille par jour selon cette utilisation. Donc le but ici, c'est d'aller vers d'autres mécanismes avec des débits inférieurs en termes de consommation d'eau. Il y a aussi le cas de la réduction des déchets par le biais de recyclage de papier. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, au niveau des bureaux. Il y a la transition vers les ampoules LED. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire chez nous, mais cette fois-ci afin de réduire le coût de l'électricité, mais non pas par responsabilité environnementale. C'est une manière aussi pour réduire la consommation de l'électricité en général et son impact en termes des émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, un quatrième cas, c'est en relation avec un impact direct, cette fois-ci, pour le cas du transport. Donc, lorsqu'on offre un télétravail pour nos employés au cours d'une période donnée, afin d'épargner le gaz à effet de serre. Et j'ai choisi ce cas-là, en fait, comme exemple, afin que vous puissiez comprendre comment on peut calculer la quantité émise de gaz à effet de serre suite à une consommation, suite à un acte ou initiative mise en place. Donc, si on prend le cas du télétravail, admettons qu'on va offrir, en tant qu'institution, organisation, entreprise, un jour de télétravail par semaine. Et on est une entreprise composée de 50 employés, et dans ce sens-là, on a une moyenne de déplacement estimée à 50 km, donc 25 allées, 25 retours, comme une moyenne, et aussi une consommation qui va être aux alentours de 3 litres par 50 km. Donc 3 litres de gasoil consommé par 50 km. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va multiplier les 3 litres par les 50 semaines pour qu'on puisse calculer la consommation au cours de l'année si on va offrir un seul jour de télétravail pour nos employés. Donc on est sur 50 litres par an. Maintenant, chaque litre de gasoil au fioul, il dégage 2,8 kg de CO2 équivalent. Dans ce sens, la multiplication nous permet de voir qu'on est sur 420. Donc chacun d'entre nous, en utilisant sur une semaine, un seul jour, sa voiture, au cours d'une année, on est en train de dégager 420 kg de CO2 par an, par personne. Et donc, si on multiplie cette quantité par les 50 employés qu'on a au niveau de l'entreprise, on tombe sur un chiffre de 21 000 kg de CO2. Donc, vous pouvez voir maintenant qu'en passant du particulier au général, d'une seule personne à plusieurs, on voit que les émissions de gaz à effet de serre sont en grande évolution et l'impact peut être très important à ce moment-là. Allons voir un autre cas, cette fois-ci en offrant le service de transport. Donc un service de transport pour les employés au cours des 5 jours d'activité par semaine. On va garder les mêmes variables. Donc on est sur une entreprise avec 50 employés,
avec une moyenne de 50 km, donc le déplacement 25-25. Puis, on a une consommation de 3 litres par 50 km pour une voiture et une consommation de 72 par 180 km pour un bus, considérant le périmètre où le bus va circuler pour récupérer et où déposer les employés lors de ce circuit. Donc, pour une voiture, on est déjà sur une consommation de 3 litres, multiplié par le nombre de jours, par le nombre de semaines, afin d'avoir la consommation en litres par an. Donc, on a 750 litres. Si on va le multiplier par la quantité de kilogrammes, sachant qu'un litre, c'est 2,8 kg de CO2, on est sur une quantité de 2100 kg de CO2 par personne. Si on regarde de près le cas du bus, on est sur 72 litres, multiplier la même chose, 5 jours, les 50 semaines, on est sur 18 000 litres. Et si on va le multiplier par les 2,8 en relation avec le carbone, on est sur une valeur de 50 400. Maintenant, il nous reste une seule multiplication, c'est en relation avec les voitures, afin de la multiplier par nombre de personnes qui vont l'utiliser. Et là, on se trouve face à un chiffre qui est aux alentours de 105 000 kg de CO2 dégagés si 50 personnes utilisent sa voiture d'une manière indépendante au cours d'une année. Et pour le bus, on est pratiquement sur la moitié, avec une consommation ou des émissions aux alentours de 50 400. Et donc, un gain en termes de CO2 épargné qui est de 54 600 kg. Donc, si je peux résumer et présenter les différents cas, si on utilise la voiture pour 50 employés, on est sur des émissions aux alentours de 105 000 kg de CO2. Si on utilise le système de service de transport offert pour les 50 employés, on arrive à diviser cette somme par 2 et donc on tombe sur les 50 400. Si on essaye de combiner une journée de télétravail avec l'utilisation de voitures, donc une journée de télétravail, 4 journées d'utilisation de voitures pour les 50 employés, on est sur 84 000 de 1 kg de CO2. Et pour le troisième cas, comment? Juste là? Okay. Et donc, pour le dernier cas, si on combine le télétravail avec le transport ou le service de transport offert par l'institution ou l'entreprise, on peut atteindre les 40 320 kg de CO2 dégagés par an. Donc, vous pouvez voir la quantité de CO2 qu'une institution peut dégager uniquement en relation avec l'activité de transport de ses employés. Et c'est ce qui fait partie du scope 3 au niveau du bilan carbone. On va voir ça vers la fin de la présentation. Donc, parmi les entreprises qui sont, vous avez déjà vu le nom, donc parmi les entreprises qui sont connues on va dire au Maroc, c'est la société Azura en termes de responsabilité bien sûr sociale et environnementale. C'est une entreprise maroco-française et qui opère dans le secteur agricole bien sûr et qui a travaillé sur ses engagements environnementaux mais aussi sociaux. Donc sur les pratiques environnementales, il a mis en place des projets qui permettent la transition vers l'utilisation des ampoules LED. Et là, vous pouvez voir, quand j'ai présenté tout à l'heure le cas de l'utilisation des ampoules LED, même chez nous, vous pouvez voir son impact à l'intérieur d'une entreprise de cette taille. Aussi, des projets qui sont en relation avec l'énergie renouvelable et principalement des panels solaires, des panneaux solaires, on va dire, photovoltaïques qui sont utilisés pour le pompage de l'eau, donc pour avoir l'eau pour des raisons d'irrigation, même si c'est controversal, cette utilisation, cette dépendance de l'énergie solaire qui offre une certaine gratuité et aussi surexploitation des ressources en eau. Il y avait aussi des optimisations en termes de transport, donc au lieu d'avoir des camions pour transporter, ils ont utilisé les trains et comme ça, ils ont pu réduire les charges en termes des émissions de 26% quand même.
Aussi, il y a les pratiques d'ordre social. Donc, au niveau des pratiques d'ordre social, ils ont mis des programmes de formation des employés. Ça peut être sur des éléments techniques en relation avec les activités des employés, mais aussi tout ce qui peut être soft, donc linguistique, la communication et d'autres. Il y avait aussi des programmes en relation avec les bourses. Donc, c'est des bourses que l'entreprise va offrir aux enfants des employés. Et là, on parle du bien-être, parce que le bien-être n'est pas vraiment le bien-être d'un employé dans l'absolu à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi le bien-être à l'intérieur du foyer. Il y a aussi des projets en termes de suivi, de l'égalité, en termes de genre, et d'autres programmes qui ont été mis en place dans ce sens. Maintenant, vous allez me dire, du moment que cet ISO 26000 et ce GRI, c'est des guides qui sont intéressants pour que l'entreprise puisse structurer son travail, mais ça reste un rapport volontaire. Donc on sait très bien qu'une entreprise, il y a cette possibilité qu'elle utilise, on va dire, des données qui sont falsifiées, qu'elle manque de transparence en termes de la donnée, de l'information circulée au niveau de ces rapports. Et c'est pourquoi on a les indices de responsabilité et de durabilité. Ils jouent quel rôle? C'est des indices qui ont été créés afin de classer, afin déjà de donner un score, puis classer les entreprises en termes de leur responsabilité par secteur. Et ceci pour offrir la possibilité, que ce soit aux consommateurs, mais aussi principalement, on va dire, à l'investisseur, de choisir les entreprises sur la base de ces orientations. Donc, les principaux indices qui sont utilisés, c'est le Dow Jones Sustainability Index. C'est un index très connu. C'est un indice, en fait, financier qui est très connu en bourse, qui s'appelle Dow Jones. Maintenant, il y avait la création de Dow Jones Sustainability. C'est aussi un indice boursier qui est utilisé cette fois-ci pour évaluer les actes de durabilité d'une entreprise. Et donc, c'est un système qui permet le classement des entreprises en fonction de leur secteur et leur spécificité, suivant leur responsabilité et leur engagement en termes environnemental, sociétal et aussi de la gouvernance. Il y a le Human Development Index. Donc, c'est un indice qui reste un tout petit peu global, qui va se focaliser sur l'environnement et sur les enjeux sociaux, mais pas que. Il va aller au-delà de ça en se focalisant aussi sur l'espérance de vie, sur des éléments en relation avec l'éducation, avec les revenus. Et c'est ce qu'on utilise généralement pour l'évaluation du bien-être d'un pays. Et il y a vers la fin un autre indice qui est le Financial Times Stock Exchange for Good Index. Donc, c'est un indice aussi boursier qui permet le classement des entreprises selon leur engagement ESG ou selon la performance ESG qui dit les critères d'ordre environnementaux, sociaux, mais aussi de gouvernance. Et donc, vers la fin, c'est une manière pour qu'on puisse benchmarker et comparer les réalisations des différentes entreprises. Donc, pour cela, on va se concentrer sur ce premier cas, du moment que c'est l'indice le plus utilisé par les investisseurs dans le monde. Donc, le Dow Jones Sustainability, c'est vraiment un indice financier qui est utilisé pour qu'on puisse évaluer les actions durables de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner une évaluation des pratiques qui ont été effectuées, mais aussi une idée sur l'investissement futur qu'on peut avoir avec ces entreprises. Donc, c'est beaucoup plus, cette fois-ci, pour les investisseurs, afin de mener des actes qui sont responsables, s'ils sont engagés, bien sûr. Il est basé, comme j'ai dit, sur les facteurs ESG pour l'évaluation des décisions et il permet de réaliser une comparaison entre les réalisations ou l'engagement des entreprises sur la base de leurs réalisations. Et donc, ça permet en quelque sorte déjà d'améliorer la réputation et l'image de l'entreprise parce que c'est des éléments que l'entreprise peut utiliser aussi, mais aussi il permet une certaine attractivité de l'entreprise face aux investisseurs qui veulent investir dans des entreprises responsables. Donc, comment on fait avec cet indice? On est déjà sur l'évaluation de la durabilité, donc l'évaluation de l'ensemble des opérations et stratégies mises en place par l'entreprise. On évalue aussi, c'est une manière pour donner une idée sur l'investissement, sur la décision à faire lorsqu'il s'agit d'intégrer une entreprise donnée.
il y a un système de sélection de critères, donc une évaluation compréhensive qui va être mise en place. Vous pouvez consulter le site de Dow Jones Sustainability, vous allez avoir accès à un questionnaire où on trouve les 3 critères avec énormément d'axes à l'intérieur pour que cet indice puisse évaluer les réalisations des entreprises par étape. Puis, bien sûr, après évaluation, cette dernière, elle dépend de la spécificité des secteurs. Et c'est ça la particularité de Dow Jones, c'est qu'on n'a pas l'ensemble des entreprises dans un seul panier, mais on les considère selon le secteur, mais aussi selon les régions. Et c'est pourquoi on a le Dow Jones de l'Amérique du Nord, on a celui de l'Asie, de l'Europe, on n'a pas le Dow Jones pour Afrique, mais on a celui des marchés émergent qui peut couvrir aussi les pays africains ou les entreprises qui opèrent dans les pays africains. Et donc, suite à l'évaluation des 3 critères que j'ai cités précédemment, on arrive à donner un certain score à l'entreprise afin de sortir avec un classement final de ces derniers et donc de voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place afin de contrôler, d'améliorer les différentes initiatives qui ont été mises en place et donc évaluer l'impact et la signification des activités ou des initiatives lancées par l'entreprise, et ceci, comme j'ai dit, par l'inclusion, l'image qu'on va donner à cette dernière, mais aussi par le biais de l'investissement des différentes parties prenantes. Et donc, comme vous pouvez voir, à l'intérieur de chaque critère, on a plusieurs axes. C'est des axes qui peuvent être en relation avec le risque de consommation et d'utilisation de l'eau. Ça peut être en relation avec la biodiversité, avec les droits humains et les indicateurs des pratiques de travail, et aussi avec la gestion et le management des crises et des risques. Donc, c'est vraiment très diversifié et riche en termes de critères internes, ce qui permet à l'entreprise de bien organiser et évaluer, bien sûr, ses réalisations. Et donc, on ne peut pas terminer cette partie sans exemple. Il faut en fait savoir que le Dow Jones Sustainability, c'est un système, comme j'ai dit, c'est un indice financier. On va trouver énormément d'entreprises, mais principalement avec une certaine représentativité, aux alentours de 28%, c'est les entreprises tech, suivies par les entreprises du secteur de la santé, real estate et d'autres. Et donc, au niveau des entreprises tech, on a Microsoft qui a été classée première en termes d'indice Dow Jones, donc en termes d'engagement environnemental, social et de gouvernance par rapport aux autres entreprises adhérentes ou présentes, ouvertes publiquement. Et au niveau du secteur des boissons, comme vous pouvez voir ici, du moment qu'on a un secteur dédié uniquement aux boissons, on a Coca-Cola qui se positionne première depuis maintenant 8 ans en termes d'engagement responsable et sociétal. Responsable, sociétal et environnemental, bien sûr. Donc, on peut voir ici la différence qu'on peut avoir entre les entreprises selon les secteurs et selon les domaines là où ils opèrent. Et on peut dire que l'idée derrière cette mise en place de la responsabilité sociétale, c'est un investissement long terme, c'est un investissement qu'on va mettre au profit de l'entreprise, parce que c'est une manière pour qu'elle puisse améliorer sa réputation, pour améliorer son image auprès de sa clientèle, mais aussi des acteurs de la chaîne de valeur. C'est aussi des bénéfices pour la communauté, du moment qu'on est sur des projets qui peuvent être en relation avec l'amélioration des conditions de vie et de bien-être des communautés, donc l'amélioration des infrastructures, des projets qui peuvent aider à la diminution des faits de la pauvreté, de la famine, la santé, l'éducation et d'autres. Et on a des bénéfices en relation avec l'environnement. Donc, c'est nos engagements envers la biodiversité, envers la réduction en général du gaz à effet de serre lorsqu'il s'agit de l'entreprise. Bien sûr, comme toute stratégie politique, initiative qu'on va mettre en place, il y a toujours des challenges que l'entreprise peut rencontrer. Et parmi les principaux challenges, on va dire, il y a déjà la résistance. C'est une sorte d'innovation, c'est un changement de fonctionnement du marché et c'est normal qu'on va trouver une certaine résistance. Cette résistance, on peut l'avoir au niveau du comité de direction de l'entreprise, comme on peut l'avoir auprès des employés qui vont trouver une difficulté à appliquer les différentes pratiques en relation avec la responsabilité sociétale. Il y a aussi l'allocation de ressources. C'est bien d'être responsable. Il y a cette possibilité qu'on soit convaincu en tant qu'entreprise d'adopter
les pratiques de la responsabilité sociétale. Par contre, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les ressources nécessaires pour qu'on puisse mettre en place ces initiatives, ça sera vraiment difficile de créer cette balance entre l'activité économique et la demande qu'on a en termes de coûts et les activités d'ordre social et environnemental. On a aussi l'alignement des intérêts, donc c'est en relation avec l'allocation des ressources. Donc comment peut-on allier les deux, comment peut-on créer cette balance entre l'activité économique de l'entreprise et sa responsabilité, et finalement la mesure de l'impact. Et ça, c'est un grand débat lorsqu'il s'agit de la responsabilité sociétale des entreprises, parce que c'est le cœur du problème. C'est comment peut-on mesurer les réalisations sur place, parce que chaque guide, chaque indice présente des formules qui permettent de calculer l'impact. L'impact est clair lorsqu'on est sur des activités d'ordre tangible, lorsqu'on est sur des activités où l'émission de gaz à effet de serre est directe. Par contre, lorsqu'on va vers des activités où l'émission est indirecte, où le calcul est par le biais du carbone équivalent, c'est là où vraiment l'entreprise va trouver des difficultés pour qu'elle puisse quantifier ses valeurs. Et finalement aussi, un grand problème qu'on a au niveau de cette responsabilité sociétale, c'est par rapport au greenwashing. Le greenwashing ou l'éco-blanchiment, je pense, si je ne me trompe pas. L'éco-blanchiment, c'est ça? Donc, c'est la situation où l'entreprise ne va pas être transparente par rapport aux informations communiquées, et donc elle va donner cette impression qu'elle est responsable alors qu'elle ne l'est pas. Et c'est un cas qu'on peut trouver non pas uniquement pour le cas des entreprises, mais aussi pour le cas des gouvernements, pour des politiques et des stratégies. Et c'est pourquoi j'ai choisi de terminer par une stratégie et non pas une entreprise. Et je pense que vous avez pu connaître laquelle. Donc, lors de la réalisation de la COP 22 au Maroc, on a parlé de cet engagement vers l'élimination, l'importance d'éliminer la consommation, l'utilisation de plastique chez nous, à l'intérieur de nos ménages. Par contre, c'est une stratégie qui n'a pas été bien travaillée, bien menée, parce que lorsqu'on parle de la responsabilité sociétale et environnementale, c'est un engagement long terme. On ne met pas des activités coûte que coûte pour qu'on puisse valider notre engagement et montrer à l'extérieur qu'on a des actes d'ordre environnemental qu'on a mis en place en tant que gouvernement payé, etc. Le problème derrière la stratégie Zéro Mica, ce n'est pas vraiment l'idée, parce que l'idée est excellente. Par contre, les mécanismes de la mise en place des stratégies manquent de rigueur. Déjà, c'est une stratégie qui n'a pas pris en considération la chaîne de valeur de la production de plastique. On est venu du jour au lendemain poussant l'industriel à changer ou arrêter l'activité, chose qu'on ne peut pas faire rapidement. Il faut mettre en place des mécanismes de changement, il faut proposer des initiatives de changement et il faut avoir aussi des incitations financières pour que cet industriel puisse voir la valeur ajoutée dans l'initiative à changer. Aussi, on a eu quelques communications radio, TV, etc. pour sensibiliser, mais il était très limité, il ne montrait pas vraiment l'impact de plastique. On n'était pas vraiment sur des communications où on présentait la quantité de plastique utilisé au Maroc, l'impact de ce dernier sur le sol, sur la pollution de l'eau, sur l'océan et la vie à l'intérieur des océans, etc. Des images qu'il faut utiliser qui sont choquantes pour les citoyens, pour qu'on puisse réveiller leur conscience par rapport à ce sujet. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a commencé à appliquer ce système au cours de 6 mois, mais après 6 mois, il y avait arrêt total. Et uniquement maintenant, le marché formel, par le biais des distributeurs, qui ont pu garder ce changement ou cette transition vers des emballages qui sont beaucoup plus responsables, mais le reste du marché informel, principalement l'épicerie traditionnelle, a fait le retour direct à l'utilisation de plastique. Aussi, nous, en tant que citoyens, on a fait le retour direct à l'utilisation de plastique du moment que les alternatives sont plus chères. Et ceci pour dire qu'il ne suffit pas de mettre en place une stratégie, que ce soit en tant que gouvernement, en tant que société, ou même nous en tant que citoyens, parce que si on veut aussi appliquer un changement dans nos habitudes
dans nos habitudes alimentaires, à nous en tant que citoyens, en tant que particuliers, ça va prendre énormément de temps. C'est la même chose pour une entreprise, c'est la même chose pour une stratégie gouvernementale. Donc il faut bien réfléchir par rapport aux mécanismes d'implantation des stratégies et aussi mettre en place l'ensemble des pratiques qui vont être adaptées à cette installation. Et donc pour terminer, je vous mets un petit challenge. C'est l'étape suivante. C'est une étape que vous pouvez vous-même mener afin d'évaluer votre positionnement, afin d'évaluer votre consommation de carbone ou le carbone que vous dégagez ici au niveau de l'institution. Je peux vous accompagner dans ce sens afin de voir les différents aléas en relation avec les 3 scopes de calcul de bilan carbone. Et merci.